Bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin avec nous pour ce premier rendez-vous des budgets participatifs. Je me présente, Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je suis très heureuse ce matin de vous accueillir en présence, comme je le mentionnais, pour ce premier grand rendez-vous en personne. Et même si c'était en ligne, c'est la première fois vraiment qu'on a l'occasion de rassembler des gens engagés, intéressés ou curieux aussi sur les processus de budget participatif. Pour ce premier événement, Destination Démocratie, accroître l'impact des budgets participatifs. Nous serons pour la conférence et le panel également web diffusé, donc j'en profite aussi pour saluer les personnes qui seraient au bureau ou à la maison. La date du 15 septembre, c'est pas un choix anodin. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la démocratie. Cette journée, c'est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde, mais également nos échelles d'action et de pratique d'une citoyenneté active. Cette journée-là nous rappelle que la démocratie est à la fois un processus aussi bien qu'un objectif, qu'elle est une condition essentielle d'une vie digne et d'un monde durable. Et c'est d'ailleurs ce que reconnaît l'ONU en faisant de la démocratie et de la participation aux décisions l'un des objectifs de développement durable 2030. Depuis 25 ans, plus de 25 ans même, le Centre d'écologie urbaine s'engage à proposer et à mettre en œuvre des pratiques et des politiques pour des villes écologiques, démocratiques et en santé, tant à Montréal qu'au Québec, et également en tissant des partenariats au Canada et à l'international. Pour construire des villes résilientes qui sont capables de relever les grands défis environnementaux et sociaux, bien, le Centre, on croit fermement qu'il est nécessaire de recentrer l'aménagement des villes de recentrer l'aménagement des villes sur les personnes qui y vivent, puis d'impliquer les citoyens dans la transformation de leur milieu de vie, mais également avec des institutions fortes et démocratiques pour y parvenir. C'est sur la base de ces convictions que le CUM s'est intéressé au processus de budget participatif depuis de nombreuses années. On s'est impliqué dans la première démarche au Québec qui a eu lieu sur le plateau Mont-Royal autour des années 2005 à 2008. Puis par la suite, nous avons accompagné la première municipalité, Saint-Basile-le-Grand, qui a mis sur pied un processus de budget participatif. Et depuis, nous avons travaillé avec de nombreuses municipalités, mais également contribué à développer des connaissances, des pratiques et à les diffuser. Et vous comprendrez qu'on est très content aujourd'hui de se rassembler parce que ça fait plusieurs années qu'on échange avec beaucoup d'entre vous à se dire comment on est capable ensemble d'ouvrir des espaces de décision et de participation citoyenne dans nos milieux de vie. Les défis démocratiques actuels sont de taille. On aura l'occasion d'en discuter lors de notre conférence d'ouverture. Puis les initiatives, de notre côté, émergent puis tentent de renouveler, d'engager tant les institutions que les citoyens dans l'exercice collectif du vivre ensemble. Bien, les processus de budget participatif font partie de cet essor-là. Au Québec, en 2020-2021, un Québécois sur 3 résidait dans une municipalité qui offrait la possibilité de participer à une ou l'autre des étapes d'un processus de budget participatif. En France, ce sont des dizaines de communes, également des villes d'importance, qui expérimentent depuis plusieurs années des budgets participatifs et qui ont même aussi créé un réseau français de ces initiatives. Donc, pour la première fois au Québec, comme je le mentionnais, en collaboration avec notre partenaire français Décider ensemble, dont on aura l'occasion de connaître davantage au courant de la journée, nous regroupons plus de 80 professionnels issus de plus d'une vingtaine de municipalités et d'organismes aussi qui sont impliqués dans les processus de démocratie participative afin de réfléchir ensemble aux possibilités qu'offrent les budgets participatifs. Merci vraiment d'avoir répondu si nombreux à cette invitation que nous avons lancée dans les derniers mois. Plus encore, aujourd'hui, nous accueillons une délégation française qui partagera ses expériences. Alors, bienvenue aujourd'hui parmi nous. Vous aurez l'occasion certainement d'échanger au cours de la journée. La journée d'aujourd'hui, Destination Démocratie, est rendue possible grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, dans le cadre de la Commission permanente de la coopération franco-québécoise. La journée est également rendue possible avec le soutien de la Ville de Montréal et de l'Union des municipalités du Québec. La démocratie, c'est un chantier perpétuel, c'est une destination collective. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment stimuler la réflexion sur les défis et les perspectives, sans faire non plus l'économie des constats et des enjeux qui affligent nos démocraties. Nous aborderons concrètement les pratiques et les mécanismes qui sont inventés et déployés partout au Québec et nous nous inspirons bien sûr des pratiques d'ici et d'ailleurs.
Nous souhaitons que ce premier rendez-vous soit aussi une occasion de tisser des liens entre ceux et celles qui portent ces convictions et ces projets démocratiques dans vos communautés. Donc, pour ouvrir cette journée stimulante, j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps M. Robert Baudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques, de l'arrondissement Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Oh, hey, c'est moi qui est petit. Je sais pas. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup pour l'introduction. Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine. Monsieur Patrice Carré, qui est ici, le secrétaire général, président du conseil scientifique de Décider ensemble. Les membres de la délégation française, dont les élus suivants, Monsieur Xavier Desmonts, 19e adjoint délégué à la démocratie locale, à la participation citoyenne, délégué au quartier Briquigny et conseiller métropolitain Reine-Ville. Je pensais que j'avais un long titre, mais on me bat quand même. Jean-Marie Gouaté, conseiller métropolitain délégué à la démocratie locale, Rennes Métropole, conseiller municipal délégué à l'animal Reine-Ville, et Bora Yilmaz, adjoint au maire à Denancy, citoyenneté et vie de quartier, conseiller métropolitain du Grand Nancy. Également mes collègues du conseil municipal qui sont ici, je pense que Mme Émilie Tuillier était parmi nous, mais également Marianne Giguère aussi, qui est conseillère de ville sur le plateau Montréal, mais membre associé au comité exécutif, responsable, entre autres, du vélo. Donc, bienvenue à tous ici dans le Palais des congrès de la démocratie associative, qui est le Centre Saint-Pierre. D'ailleurs, je tiens à les remercier, toujours au rendez-vous, justement pour accueillir ce type d'événement très important, un organisme qui croit vraiment à la démocratie et qu'en plus, qui se trouve en plein cœur du district de Saint-Jacques, le plus beau district que vous allez découvrir à Montréal, si c'est la première fois que vous y venez. C'est un plaisir de vous accueillir en cette journée internationale de la démocratie en tant qu'élu responsable de la démocratie et de la participation citoyenne. Journée qui commence par notre événement, mais qui se termine par le débat des chefs au provincial. Donc, ça va vraiment être un 360 degrés toute la journée où on parlera de démocratie. C'est une bonne chose parce qu'on n'en parle jamais assez. Si on était ici aujourd'hui, bien sûr, c'est pour réfléchir aux possibilités qu'offrent les budgets participatifs et surtout d'en accroître l'impact à même les budgets, mais également son impact sur la démocratie en général. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, notre administration, Projet Montréal, la Maresse Plante, on accorde la plus haute importance à la démocratie, mais surtout aux voix, aux différentes voix de la population, parce qu'on croit fondamentalement que les municipalités doivent se constituer non pas au « je », mais au « nous ». Ça a été notre slogan pendant la campagne, mais c'est au-delà d'un slogan, je pense, une identité d'administration qu'on veut transmettre, d'ailleurs, même dans la fonction publique, qui la représente. Donc, cet alignement-là, pour nous, est fondamental. En ce sens, ça doit être un exercice qui est continu. Hein. La démocratie, ce n'est pas que le jour du vote. Ça se cultive tout le long de l'année pour retirer ses fruits le jour du vote. Et ces fruits, malheureusement, sont de plus en plus petits. On voudrait les faire mûrir un peu plus. Donc, c'est par ce type d'initiative, en intéressant la population à la ville, à la construction de la ville aussi, qu'on va y arriver. Parmi les outils développés, je l'ai dit, on a le budget participatif. C'est un levier qui est incroyable pour concrètement mettre en place la participation citoyenne, mais aussi résoudre les enjeux par l'intelligence collective, les enjeux sociaux, les enjeux urbains. On pense bien souvent que les élus, nous avons toutes les réponses, mais bien souvent, elles se trouvent dans les communautés. Il faut leur donner, au-delà, la chance de les entendre, mais la chance aussi de les réaliser. Pour les structures municipales, c'est l'occasion de devenir justement agile et de permettre que ces projets-là voient le jour et en rendre fiers la municipalité, mais également les citoyens qui en font part. C'est pourquoi on est fiers d'être partenaire de l'événement Destination Démocratie qui nous permet d'approfondir nos réflexions sur des questions aussi fondamentales que le processus inclusif, la notion d'équité territoriale qui est si importante à Montréal. Elle s'illustre parfaitement parce que d'un quartier à l'autre, on peut voir de grands écarts de richesse, mais des enjeux aussi, des quartiers qui sont enclavés, d'autres mieux desservis, des quartiers qui sont plus verdoyants, d'autres plus minéralisés. Donc, il faut travailler à avoir cette équité territoriale-là. On est une même ville. Quand on parle au « nous », c'est un « nous » aussi qui doit s'illustrer de façon territoriale et on a encore du chemin à faire et c'est par ce type d'initiative-là qu'on va y arriver. Pour
Vous pouvez compter sur notre engagement pour faire partie de ce réseau franco-québécois des budgets participatifs parce que, bien évidemment, oui, il y a de l'expertise interne, mais il faut qu'on se tourne aussi vers les autres pour voir les bons coups, s'influencer, se partager. On partage la même langue avec des petits accents différents, mais on peut quand même apprendre les uns des autres. Et par ce réseau, je tiens à remercier le CUM et l'organisation française Décider ensemble de cette mise en place-là en commun pour créer ces ponts. Montréal joue depuis longtemps un rôle de leader dans les pratiques participatives citoyennes qui sont au cœur des valeurs politiques administratives, comme j'ai dit. Mais notre premier engagement, c'est de redonner le pouvoir à la population afin qu'elle puisse contribuer directement au développement de sa ville. Comment? Avec une administration à l'écoute, une population au centre des décisions du quotidien et en développant des outils et des instances pour faciliter les expressions. On en a plusieurs. On a parlé hier, on a fait une grande présentation de différents outils qu'on a à la Ville de Montréal, mais je pense que le plus important, celui qui nous rend le plus fiers, c'est celui de l'Office de consultation publique de Montréal qui fête aujourd'hui ses 20 ans, qui reçoit des mandats de la part du conseil municipal de façon réglementaire, mais également des mandats des initiatives pour justement pouvoir avoir ces grandes conversations-là, de discuter de l'avenir de notre métropole. Actuellement, il y a une des grandes consultations qui se fait, Réflexion 2050, pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler. Je vous invite fortement à vous y intéresser parce que c'est la consultation qui nous permettra de planifier la ville de demain, notre plan d'urbanisme et de mobilité 2050. Donc, il faut s'y intéresser. Mais au-delà de l'OCPM, dans nos quartiers, nos conseils municipaux, nos conseils d'arrondissement, nos instances décisionnelles, il y a énormément de séances d'information publique, des comités consultatifs, des programmes en arrondissement qui permettent à la population de s'exprimer. Donc, il faut y participer, il faut s'y intéresser. C'est aussi une façon, au-delà du budget participatif, de construire la ville, d'influencer les décisions sur l'avenir de Montréal. On est fiers d'avoir mis sur pied en 2020, le plus important budget participatif du Canada, avec 12 projets qui seront financés à hauteur de 25 millions de dollars. C'est pas rien. C'est un budget qui a rapporté un véritable succès. Là-dessus, je tiens à souligner le travail des équipes qui ont vraiment fait de la magie parce qu'on partait d'absolument rien. Également, de la vision de ma collègue, Mme Tully, qui était responsable du dossier à l'époque. Ça nous a permis de faire participer pas loin de 20 000 personnes qui ont voté pour choisir des projets préférés, mais c'est 600 idées qui ont été soumises par la population. Donc, vraiment un grand succès. Et ce que ça a donné, concrètement, des mini-forêts en plein cœur de la ville, des capteurs de pluie, des verdissements de rue, des jardins verticaux. Donc, on était dans la transition écologique dans le cadre de ce budget-là. Et il s'est exprimé par des projets qui marqueront Montréal et qui la dessineront pour des années encore. Fort de ce succès-là, on vise encore plus haut à augmenter considérablement l'investissement dans le budget participatif pour atteindre 60 millions de dollars par année d'ici 2025. Donc, une force de frappe vraiment intéressante pour pouvoir transformer la ville. On parle d'un budget quand même conséquent sur le budget de la Ville de Montréal, donc une influence directe de la part de la population pour continuer à avoir de l'innovation sociale. On parle beaucoup d'innovation sociale, mais elle doit s'exprimer aussi dans le concret, dans les projets, et cette intelligence collective-là va nous amener. On est sur le point de lancer d'ailleurs ce deuxième budget, à quelques temps de le faire. À ce propos, il faut toujours faire des annonces quand il y a des événements comme ça. Alors, j'ai le plaisir d'officiellement vous annoncer que nous serons accompagnés, la Ville de Montréal, pour le déploiement de ce deuxième budget-là, de Centre d'écologie urbaine qui nous avait accompagnés pour le premier, mais également en partenariat, et ça, j'en suis ravi, avec Concertation Montréal. Donc, l'expertise montréalaise se met au service de la Ville de Montréal, justement pour développer l'expertise du budget participatif, mais nous accompagner dans toute cette démarche-là. Une démarche que nous voulons encore plus inclusive en mettant des énergies aussi pour justement atteindre cette équité territoriale et sortir des cercles d'initiés. J'aurai probablement l'occasion d'en parler lors du panel tout à l'heure. Alors, je vous remercie vraiment et bien évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de la démocratie et bon congrès. Merci. Merci, M. Baudry. Puis, ce sera avec grand enthousiasme que le Centre poursuivra la collaboration pour le deuxième processus de budget participatif de la Ville de Montréal. J'invite à ce moment-ci M. Patrice Carré à nous adresser quelques mots. M. Carré est historien, gestionnaire d'expérience dans de nombreuses entreprises de télécommunications. Il préside le conseil scientifique de Décider ensemble et en est également le secrétaire général. Bien, merci
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un immense plaisir et une grande joie de se retrouver ici à Montréal. D'une part parce que c'est une ville merveilleuse, sympathique, amicale, chaleureuse. Et puis on y est bien, il fait beau en plus. Et ce quartier que j'adore ce quartier est merveilleux. Eh bien, je voudrais tout d'abord donc remercier nos amis du Centre d'écologie urbaine de Montréal de nous accueillir. Je voudrais remercier également le ministère des Relations internationales, de la francophonie du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française dans le cadre de la commission permanente de coopération franco-québécoise. Et puis remercier, bien sûr, je le refais une nouvelle fois, la ville de Montréal qui nous accueille si chaleureusement. Alors tout d'abord, je voudrais présenter les excuses de notre président, le président Bertrand Pancher, qui est le président de notre laboratoire d'idées, association Décider Ensemble, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Bertrand est député et actuellement, il est retenu, bien entendu, en France par les tâches qui sont celles d'un député de la République. Et notre vice-présidente est également députée de la République, donc elle est actuellement également. Et ils m'ont demandé d'avoir l'amabilité et la gentillesse, que je fais avec plaisir, de les représenter aujourd'hui. Alors, quelques mots tout d'abord sur Décider Ensemble. Qu'est-ce que Décider Ensemble ? Bien, Décider Ensemble, ça a été une idée, justement, qui vient de Bertrand Pancher, de créer une sorte de laboratoire d'idées, d'associations, autour du thème qui est très peu français, du thème du consensus et de la concertation. Vous savez qu'en France, on a une culture de l'affrontement. C'est une culture, historiquement, l'historien que je suis peut vous en parler, qui est traditionnelle, je dirais, qui remonte à très longtemps. On ne va pas faire un cours d'histoire sur l'histoire politique française, ça pourrait durer des heures et des heures, puis on a un grand spécialiste là. Donc je ne voudrais pas lui prendre la parole. Mais donc, il a eu cette idée de dire, essayons de rencontrer, de faire se rencontrer des gens autour de la notion de concertation. Est-il possible en France, autour d'un projet, un rond-point, une centrale nucléaire, un projet technique en général, d'ailleurs, un projet d'aménagement du territoire, est-il possible de se faire rencontrer des gens, et sans être dans la logique qui était celle, l'État décide, les collectivités locales appliquent. Grosso modo, je caricature bien entendu, mais c'était un petit peu ça. Donc essayer de trouver un endroit, un processus, si vous voulez, de concertation. Et pour cela, et les membres du bureau qui sont là aujourd'hui avec nous peuvent en témoigner, il a fait en sorte que se rencontrent à la fois des politiques, des décideurs politiques, qu'il s'agisse d'élus nationaux ou d'élus locaux, donc maires, présidents ou pas présidents d'ailleurs, de ce qu'on appelait jadis des conseils généraux, ce qu'on appelle désormais des conseils départementaux, des conseils municipaux, etc., etc., mais également des grandes entreprises qui, de toute façon, ont un rôle à jouer dans l'aménagement du territoire, qu'il s'agisse de télécom, qu'il s'agisse d'électricité, qu'il s'agisse de transport, entre autres, pas que, mais entre autres, donc des entreprises, des politiques, des administrations, mais également des ONG, des organismes, des organisations non gouvernementales comme France Nature Environnement, mais également des organismes. On a ici la présidente de la compagnie des commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs jouent un rôle très important dans la façon dont on conçoit les projets en France et la façon dont il y a un contrôle autour de ces projets. Et puis, bien sûr, il y a une dimension essentielle, et Loïc en est un des représentants, des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences politiques, des chercheurs, mais également des chercheurs en sciences tout court, je dirais, avec les guillemets qui s'imposent à ce tout court, donc des chercheurs. Donc des gens qui peuvent se rencontrer pour qu'on ait à chaque fois un avis qui puisse être l'avis, le mélange, si vous voulez, l'agrégation, plus exactement, l'agrégation d'un avis qui soit à la fois celui du décideur local, qui a les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, mais du chercheur qui est capable d'avoir un regard, non pas simplement de surplomb, mais d'avoir un regard, parce que la notion de surplomb ne me plaît pas trop, mais d'avoir un regard, si vous voulez, qui est un regard critique, parce que c'est très important d'avoir un regard critique sur ces questions-là, et puis également, bien sûr, des politiques, des organisations, enfin, l'ensemble, si vous voulez, de ce qu'on appelle les parties prenantes dans ce domaine. Alors, ceci fonctionne depuis 2005.
On a créé cette association en 2005, donc elle a maintenant 17 ans, quand elle devient, dans un an, elle pourra voter. Donc on commence à être majeur, mais je sais qu'on peut voter depuis à l'âge de 12 ans dans les projets participatifs à Montréal, comme vous l'aviez expliqué hier. Donc on a 17 ans et on a quand même réalisé pas mal de choses. On a commencé par réaliser de très nombreux colloques, de très nombreuses séminaires, organisations, des petits déjeuners. On faisait rencontrer à la fois justement ces acteurs, des chercheurs, des entreprises, des politiques, etc. Et puis, on a un certain nombre de publications. On a sur le site de Décider Ensemble, on a mis au point un certain nombre de publications qui sont en ligne essentiellement. Alors, certaines sont papier, mais c'est d'abord et avant tout en ligne. Et puis, depuis quelques années, grâce à notre équipe. Alors, on a la chance d'avoir une équipe extrêmement dynamique, représentée ici aujourd'hui par Sarah, Clara et Katerina, que vous connaissez bien, puisque je crois qu'elle a été votre interlocutrice pour la mise au point de cette rencontre. On a donc l'organisation maintenant depuis quelques années, à la fois des grandes rencontres de la participation qui ont lieu tous les ans. On va être cette année dans la ville de Rennes, et nos amis de la ville de Rennes sont ici, je crois. Nous avons également la mise en place des trophées de la participation et de la concertation qui, cette année, vont voir 145, je crois, je parle sous le contrôle de Sarah, 145 candidats qui présentent des projets de participation, de concertation autour d'un projet urbain, d'un projet plus régional, etc. Et donc, on a un jury qui est présidé par la présidente de la Commission nationale du débat public. Commission nationale du débat public qui avait été créée par le gouvernement Jospin, si mes souvenirs sont exacts, c'était Dominique Voynet, je crois, qui est à l'origine de ça, donc entre 2000 2001, quelque chose comme ça. Et puis nous avons également maintenant un prix, on s'est tourné vers les journalistes, vers les médias, parce que je crois, il nous apparaît que les médias, l'ensemble des médias, qu'il s'agisse de journaux papier, de journaux télé, mais également bien sûr des médias en ligne, jouent un rôle essentiel dans le débat public. Et on a créé un prix de la participation et de la concertation relayé par les médias. Comment les médias traitent de ces questions de participation, de ces questions de concertation. Et puis on travaille bien entendu avec l'ensemble du tissu urbain. Là on a 2 villes, j'ai dit, qui sont représentées, mais il y en a beaucoup plus qui travaillent avec nous. Il y a Nancy, notre ami de Nancy est là quelque part, il est là. Et puis la ville de Rennes qui est là aujourd'hui. Voilà, donc voilà un petit peu, mais je crois que Katerina interviendra tout à l'heure et présentera avec beaucoup plus de finesse et de précision ce que je viens de dire là. Donc une nouvelle fois, je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous remercier pour cet accueil que je trouve absolument remarquable. Voilà, merci à vous. Merci, messieurs Baudry et messieurs Carré, pour ces mots d'ouverture pour notre première journée de Destination Démocratie. Je vais inviter, pendant que je vous présente les grandes lignes de notre programme, je vais inviter nos 2 conférenciers à me joindre sur la scène. Et par la suite, nous entamerons notre grande conférence d'ouverture. Donc, oui, vous pouvez prendre place à l'arrière. Suite à notre grande conférence, nous allons prendre une courte pause pour revenir ensuite dans cette salle-ci pour la présentation du réseau franco-québécois des budgets participatifs. Par la suite, aura lieu toujours dans cette salle-ci le panel sur la gouvernance des budgets participatifs. Puis seront données également les indications pour l'après-midi et nous passerons à l'heure du dîner. En après-midi, ce qu'on souhaite, ce matin, on met la table sur des grands enjeux, des défis. Cet après-midi, on focus sur les pratiques. Donc, il y aura des ateliers dans les salles. Donc, vous aurez le choix entre un des 2 ateliers. Et par la suite, également, de courtes présentations éclairs pour lesquelles vous aurez le choix. Les inscriptions se feront sur l'heure du dîner. Les consignes détaillées vous seront données là, tout de suite avant le lunch. Et nous reviendrons par la suite en salle pour la présentation des rencontres de la participation publique. Pardon, est-ce que vous pouvez faire changer le déroulement? Puis, ensuite de ça, donc, une réflexion ensemble sur des perspectives vers un réseau québécois des budgets participatifs. Et cela terminera notre journée ensemble autour d'accroître l'impact des budgets participatifs. Donc, je tiens à rappeler aussi, notre conférence est web diffusée. Alors, nous saluons aussi s'il y a des gens qui se joignent à nous à distance. Nous les saluons. Et nous commencerons dès ce pas à mettre la table sur
cette grande conférence d'ouverture où on souhaite ensemble dresser à la fois un portrait ou un bilan de santé de nos pratiques démocratiques, mais également s'orienter aussi vers des perspectives, des solutions, à la fois dans leurs défis, leurs limites. On a demandé à nos deux conférenciers que je présenterai sous peu un peu de nous challenger aussi sur des fois des a priori, sur des visions. Puis l'idée vraiment, c'est de mettre la table aujourd'hui sur les pratiques de démocratie participative. Comme vous savez, au Québec aussi bien qu'en France, les dernières élections municipales ou présidentielles, et on pourrait faire le même regard sur nos voisins en Ontario, on fait état de taux de participation historiquement bas. C'est malheureusement des tendances qui se dessinent. À l'échelle planétaire aussi, le nombre de démocraties a diminué. Il y a moins de personnes qui vivent dans des démocraties, tant en nombre absolu qu'en proportion des pays et de la population mondiale. Certains auteurs vont évoquer le désenchantement de la démocratie. Nous en connaissons les raisons. Elles sont complexes, elles sont nombreuses. On peut en nommer, par exemple, des fois une perte de confiance envers les élus, le sentiment que voter donne rien, le sentiment de ne pas se sentir représenté ou d'avoir des candidats finalement qui ne reflètent pas nos idées ou un mode de scrutin qui n'apparaît pas rencontrer non plus nos valeurs ou nos idées. Également, on va souvent identifier des fois un manque d'intérêt pour la politique, manque d'information, des enjeux d'éducation, de sensibilisation, également une atomisation parfois des intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs. Bref, on pourrait en nommer plusieurs d'autres et j'ai certainement pas la prétention d'avoir fait le tour de ces raisons-là ce matin. Par contre, face à ce désenchantement, bien, on constate quand même partout dans le monde qu'il y a des initiatives qui émergent. Il y a des nouvelles pratiques qui ont comme objectif de redonner du pouvoir, de rendre du pouvoir aux citoyens, parfois sur la perception que ce sont les élus qui se sont abrogés finalement ce pouvoir-là, mais il y a des initiatives qui émergent, qui s'observent aussi dans les institutions, souvent à l'initiative de citoyens ou d'acteurs engagés. Ça pose quand même plusieurs questions. Est-ce que ces mécanismes de démocratie participative sont-ils une réponse à la désaffection actuelle de la sphère politique? Est-ce que ces mécanismes sont efficaces? Augmentent-ils réellement la participation et l'expression de la citoyenneté? Réussissent-ils aussi à s'inscrire durablement tant dans le discours public que dans les institutions également? Et quelles sont les conditions à l'implantation de ce type de mécanisme-là? Ce matin, nous allons tenter, avec nos deux conférenciers, de brosser un bilan de santé de la démocratie participative, de passer en revue ces enjeux aussi dans une perspective France-Québec et d'explorer aussi à l'échelle locale, est-ce qu'il y a des possibilités de renouvellement des espaces démocratiques. On souhaite bien sûr que dans cet échange, il y ait un espace aussi de discussion avec les participants. Donc, je vous l'annonce qu'à la fin de notre échange, on va se garder un moment aussi si vous avez des questions ou des réflexions pour poursuivre la discussion avec messieurs Trudel et M. Blondiau, que je vous présente à l'instant. Donc, pour cet échange, je suis très contente d'accueillir M. Rémi Trudel, professeur invité à l'École nationale d'administration publique du Québec et chroniqueur politique. Il a occupé plusieurs postes dans la fonction publique, dont celui de ministre des Affaires municipales du Québec. Vous avez aussi certainement l'occasion de l'entendre comme chroniqueur dans différentes émissions d'affaires publiques. J'invite également M. Loïc Blondiau, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il occupe plusieurs fonctions en lien avec la participation, dont la direction depuis 2010 de la revue Participation portant sur la citoyenneté et la démocratie. Il est membre de la Commission nationale du débat public et membre du comité de gouvernance pour la Convention citoyenne pour le climat. Donc, bonjour, monsieur. Grand programme ce matin de se poser la question sur le bilan de santé de notre démocratie participative. Je voudrais mettre la table sous l'angle du bilan de santé. Donc, face à ce constat d'une faible participation au niveau électoral, les différentes causes qu'on a pu évoquer, comment se porte la démocratie participative, selon vous, au Québec, avec M. Trudel, en France? Est-ce que les mêmes défis sont constatés? J'invite M. Trudel peut-être à mettre la table sur votre lecture de ce bilan de santé au Québec. Et j'ai compris, Véronique, qu'on va avoir un total de 5 minutes pour faire le bilan, n'est-ce pas? Là? Oui. Vaste programme, n'est-ce pas? Bon, d'abord, saluer nos invités.
de la France. Hein? C'est très important que vous soyez avec nous parce qu'on va toujours gagner à apprendre des autres qui ont des expériences, qui vivent, qui développent des expériences parce qu'on veut être meilleur. Et notre objectif, c'est de vous dépasser, bien sûr, dans le plus court temps de laps possible. Deuxièmement, approchant le bilan, je ne vais pas essayer de vous convaincre de l'importance des budgets participatifs parce que je vous connais pour la moitié de la salle ici. Et là, c'est comme parler de l'importance de manger des légumes à des végétariens. Hein? Alors, non, mais il faut quand même constater dans le bilan en général là, hein, qu'au niveau de la participation citoyenne, dans la démocratie représentative, regardons ensemble ou voyons les progrès accomplis depuis Porto Alegre. Tu sais, au Forum mondial social d'autour des années 2000, c'était comme une idée, qui était partagée par au moins 2-3 professeurs d'université, n'est-ce pas? Non, beaucoup plus que ça, et les progrès sont remarquables. Il vient d'avoir une description du secrétaire général et du professeur Blondier aussi dans ses écrits. C'est des progrès remarquables, mais on n'est pas, à mon avis, on n'est pas arrivé encore. Je vous ai écouté religieusement, M. Baudry. Hein? Et j'ai décelé 2 verbes dans votre représentation qui illustrent particulièrement bien la situation. Décider et consulter. Décider et consulter. Alors là, c'est tout dans le bilan, là, c'est le monde et l'écart entre les deux qu'il faut être capable de voir et de mesurer. Bon, sur les éléments de consultation, par exemple, là aussi, il y a des efforts au niveau de la démocratie locale, du monde municipal, qui ont été faits et qui sont remarquables. Mais sur le décider, là, on n'a pas atteint encore un niveau là, qui soit institutionnellement respecté, continu, ancré dans nos mœurs de participation active. On est encore dans la démocratie participative, mais on tente de faire des efforts pour rapprocher le temps que l'on utilise pour en arriver à la décision et les organismes et les soutiens qu'on peut donner pour en arriver à la décision. Alors là, ça, c'est une invitation très claire pour nous et pour l'ensemble de cette société, je parle de la société québécoise, de là maintenant, continuer d'une façon intense à regarder vers l'avenir. Comment on va faire encore plus? Comment on va faire mieux? Pourquoi? Parce que, disons-le avec un brin d'outrecuidance, là, la démocratie participative, par ailleurs, elle a des fractures importantes. Elle a des fractures importantes et elle est en train aussi de vivre des périodes qui sont extrêmement dangereuses. Dangereuses, là, parce que on voit là, les failles de droite, c'est pas par hasard que j'emploie le mot, n'est-ce pas? Des failles du côté de la droite qui font en sorte que, oui, il y a des éléments de la démocratie participative qui encouragent et qui élargissent ces failles-là et qui deviennent en train d'atteindre un niveau dangereux au niveau de ce mécanisme de la modernité des sociétés, là, si je prends à partir de l'histoire des Grecs, là, c'est encore le meilleur mécanisme qu'on a mis sur pied, mais qui est imparfait et qu'on doit tenter et qu'on peut réussir à améliorer. L'expérience québécoise avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal, c'est pas rien à dire, excusez-moi madame, pas pour vous dire, pour vous déifier tout de suite, là, mais écoutez, on est parti d'une municipalité Saint-Basile-le-Grand, en banlieue de Montréal, qui dit, bon, moi, là, je ne veux pas faire en sorte de dire que je vais avoir un mandat dans un conseil municipal puis je vais rendre des comptes au bout de 4 ans. Ça, là, c'est une illusion politicienne que j'ai bien cultivée pendant 15 ans. N'est-ce pas? Pendant 15 ans, on me dit, bon, je suis élu et je vais rendre des comptes dans 4 ans. Non, la démocratie exige beaucoup plus que cela et les instruments pour y arriver doivent être affinés. Moi, je suis par ailleurs, là, faut avoir des modèles. Je vais être un peu racoleur, à part la France. J'ai d'autres modèles aussi. Moi, je suis un fan fini de la démocratie participative du Brésil et de son système de santé. Illustration. Au niveau du Brésil, 5369 municipalités ont des conseils municipaux de la santé.
pas des conseils municipaux comme on les connaît. Il y a des conseils municipaux de la santé, 50% des professionnels qui font cela et 50% de citoyens élus au suffrage universel. Et ça fonctionne depuis 1989. Mais il y a une condition qui fait en sorte que non seulement ça subsiste et ça se développe, et là, M. Baudry, il y a touché un peu dans sa présentation aussi. S'il faut soutenir les institutions, les organismes, les niveaux gouvernementaux pour favoriser la participation citoyenne, il y a un autre élément aussi extrêmement important, soutenir les citoyens, la citoyenneté. Soutenir la participation citoyenne, c'est pas uniquement avec un élément formidable qui s'appelle le budget participatif qu'on peut en arriver à entretenir. Il faut que ce soit continu. Bon, moi, je dis je suis un fan fini du système brésilien de participation citoyenne, mais je suis aussi un fan fini, je dois l'avouer, M. Baudry, de ma mairesse, qui s'appelle Mme Tuillier, qui nous a institué le budget participatif. J'avoue, très humblement et avec beaucoup de certitude, que je vois les efforts de cet arrondissement pour d'abord, non seulement avoir un budget participatif, mais comment en arriver à maintenir. Et ça, c'est le défi qui nous appartient. Comment maintenir et aller plus loin. Il y a donc des inspirations qui peuvent nous amener. Puis là, je ne veux pas être non plus racoleur, mais les expériences qu'on vient d'énumérer du côté de la France, il faut que ça nous donne aussi des éléments supplémentaires pour arriver à faire en sorte qu'on va soutenir la citoyenneté de la participation. Pour moi, c'est le grand défi, soutenir la citoyenneté de la participation. Mais comme je ne veux pas perdre ma ligne non plus, puis que je veux passer mes lignes, bien, il y a un grand absent dans tout ce qu'on fait, là. Il y a un grand absent. Ici, là, il s'appelle le gouvernement du Québec. Moi, ça se fait que le gouvernement du Québec ne soutient pas davantage tout ce mouvement, pas un organisme, c'est un mouvement des budgets participatifs. Il y a comme là un défaut majeur. Si les budgets participatifs, là, c'est un élément tellement important pour l'exercice de la citoyenneté au niveau local, bien, ça le vaut aussi au niveau national. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul ministère des 28, des 23 du gouvernement du Québec qui n'a pas une portion de son budget d'immobilisation qui est soumis à la participation citoyenne? Il n'y a personne qui a mis ça sur la table. J'avoue même que, bon, je suis dans la ligne des péchés. J'ai été 4 ans ministre des Affaires municipales et ça faisait bien l'affaire de dire ça vient d'en haut puis on essaie de voir ce qui va se passer en bas. Mais là, si on veut aller plus loin, je vais conclure là-dessus, bien, nos efforts pour soutenir la citoyenneté de la participation, et non pas uniquement la participation citoyenne, bien, on doit aussi avoir, puis c'est classique un peu, mais il faut le dire, il faut avoir les moyens aussi de faire ça de façon continue, soutenue et persistante pour en arriver à ce que la démocratie, c'est le thème qui nous rassemble là, pour que la démocratie retrouve aussi un niveau de vitalité, pas tout au complet, mais un niveau de vitalité dans cet espace qui est en train de se détériorer. Voilà ce que j'en pense. Merci, M. Trudel. J'ai posé mon 5 minutes. On est vous êtes à cheval dans le bilan, mais déjà dans les solutions. On aura l'occasion de parler des solutions et leur potentiel aussi bien que leurs limites. De votre côté, M. Blondeau, quel bilan tracez-vous de la démocratie participative? Est-ce qu'on est dans une vitalité ou un patient qui a besoin d'un peu de rescousse? Merci. Non, même défi que mon collègue. Hein, ça va être très compliqué de faire ça en 5 minutes. Même réflexion, en fait. Même position un peu ambivalente par rapport à l'état actuel de la démocratie participative à partir de la France. Mais j'ai l'impression que ce bilan-là, on pourrait le faire pour l'ensemble des sociétés qui sont intéressées par la démocratie participative. Il n'est pas spécifique ni au Québec ni à la France. Pour dire les choses très vite, il n'y a pas de paradis démocratique nulle part. Alors peut-être la Suisse, on a en Europe une société qui me semble s'approcher au plus près de ce que pourrait être un horizon démocratique. Mais en dehors de ça, nous connaissons tous aujourd'hui les mêmes difficultés et nous avons tous les mêmes difficultés à faire advenir d'autres modalités de gouvernement, d'autres formes de participation. Et j'allais même dire en
embrayant sur votre introduction, sauvegarde de ce qui nous reste de nos démocraties représentatives. Parce que la question de la démocratie participative, elle se pose dans un contexte où ce qui est en jeu d'abord, c'est la survie de la démocratie représentative qui est attaquée de toutes parts, de l'intérieur, de l'extérieur, dont les institutions sont en pleine déliquescence aujourd'hui. On le voit, hein, elles ne produisent plus véritablement de légitimité, elles n'associent plus les citoyens au plan électoral, elle suscite un degré de défiance, voire même dans un pays comme la France, on l'a vu avec les Gilets jaunes, de ressentiment et de colère extrêmement fort. Et on voit comme des dominos, hein, les unes après les autres, les sociétés basculer, la Suède hier, l'Italie demain, qu'en sera-t-il du Brésil, rien n'est fait aux États-Unis, etc. Et vous-même au Canada, vous avez des forces politiques, semble-t-il, hein, qui commencent à émerger et qui, ne nous cachons pas et ne nous voilons pas la face, sont des menaces effectives pour la démocratie. Je cite souvent la phrase d'Albert Camus qui était très prémonitoire en 1960, qui disait « Quand les démocraties sont malades, les fascismes viennent à son chevet, mais ça n'est pas pour prendre de ses nouvelles, de leurs nouvelles. » Hein, donc on a vraiment quelque chose qui, là, traduit bien la situation actuelle. Et donc, on ne peut pas penser la démocratie participative indépendamment d'un plan de sauvegarde de la démocratie représentative, qui implique d'autres formes de gouvernement, d'autres manières de voter, une plus grande régulation de l'information, une régulation démocratique des moyens d'information. Il y a une infinité de propositions à faire de financement des élections. Le nerf de la guerre, c'est vraiment le financement des élections. Et tout ça est lié d'une manière ou d'une autre à l'État et au caractère assez moribond de la démocratie. Si on regarde la démocratie participative, là, le tableau, il ne peut être que nuancé. Sur un plateau de la balance, on a, en France, en Europe, des avancées indéniables. Alors, parmi ces avancées, il y a la sophistication des techniques, des outils, la multiplication des outils qui permettent d'associer de manière plus ou moins directe les citoyens au processus de décision. Ça, on ne manque pas d'outils. Hein. Ça n'est plus une question. Et ces outils, ils marchent. Dans le bon contexte, les bonnes conditions, avec une volonté politique, ces outils marchent. Alors, le budget participatif n'est qu'un outil parmi d'autres. On voit aujourd'hui se multiplier à l'échelle mondiale les assemblées citoyennes, les conventions citoyennes tirées au sort. L'OCDE, l'organisme international, a parlé d'une vague délibérative et a recensé plus de, 650 initiatives à l'échelle locale, nationale, voire même globale. Hein. Il y a eu une convention citoyenne à l'échelle globale, une Global Citizen Assembly sur le changement climatique qui s'est déroulée l'année dernière. Donc là, on n'est pas dépourvu d'outils. On a aussi des militants, des professionnels, des activistes dans les organisations, dans les administrations, à l'extérieur des organisations, qui savent manier les outils et qui croient en la participation et qui diffusent cet impératif participatif, cet idéal délibératif dans leur contexte d'intervention. Ça, c'est une bonne chose. On a une plus grande sensibilisation de la population à ces sujets. En France, on a fait des pas de géant là au cours de ces dernières années avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes dont la revendication principale était le référendum d'initiative citoyenne et qui ont mis sur la table la question du fonctionnement de la démocratie représentative, qu'ils ont critiqué comme injuste et ne permettant pas de représenter toutes les catégories de la population. Et le soutien aux Gilets jaunes, qui n'a pas été sur toute la durée, mais dans un premier temps, et le soutien au référendum d'initiative citoyenne dans les enquêtes est très élevé. Et quand vous demandez aux gens s'ils veulent qu'on associe plus les citoyens à la décision, il y a une vraie appétence pour ces démarches. Et puis, on a eu une expérience à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui a introduit la possibilité du tirage au sort. Vous vous rendez compte, moi, quand je parlais il y a quelques années encore
encore du tirage au sort. Les gens me regardaient comme un malade mental. Tirer au sort des citoyens pour pas prendre des décisions, mais pour participer au processus de décision, c'est quelque chose qui apparaissait à la fois exotique et dangereux. Là, pour le coup, il y a eu un processus d'acculturation de la société française à ces questions. Et puis, dernier point, tout le monde fait le constat qu'on ne peut plus continuer comme avant. Tout le monde fait le constat qu'il est de plus en plus difficile de porter des projets sans voir les citoyens se mobiliser et critiquer le fait de ne pas y être associés. On ne peut plus administrer comme avant et il faut faire des choses. Et je pense que même dans la classe politique, qui a longtemps été hostile à cette idée de démocratie participative dans son immense majorité, il y a une prise de conscience. Et néanmoins, si on regarde l'autre plateau de la balance, les conclusions sont à peu près semblables. J'écoutais hier l'adjoint de Montréal qui nous présentait les dispositifs et qui rappelait qu'on a l'habitude de penser en termes d'échelle de la participation. Vous savez que dans la littérature, on parle souvent de l'échelle d'Einstein, information, etc., jusqu'à co-construction ou pouvoir délégué des citoyens. Très clairement, rarissime, et en France presque absente, sont les démarches de co-construction, c'est-à-dire sont les cas dans lesquels les pouvoirs publics sont suffisamment courageux et imaginatifs pour associer réellement les citoyens à la décision. Certes, il y a le budget participatif, mais j'ai peur que le budget participatif soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a quand même un lien réel avec la décision. Ça concerne néanmoins des pourcentages de la population et des sommes du budget et des débats. Oui, je suis trop long, mais je fais comme mon camarade. Voilà, je ne vois pas au nom de quoi je parlerai moins que, en plus, voilà. Non, mais je prends 2 minutes. Oh, c'est bon, On reste très en deçà, véritablement, d'un changement radical de paradigme politique ou on est encore dans une domination d'une vision du pouvoir qui fonde la légitimité exclusivement sur l'élection. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été élus ne sont pas légitimes, et on retrouve cette idée d'une spécificité de l'élu, ou en tout cas en France, je pense dans les sociétés latines tout particulièrement. Il y a une sacralisation de l'élu qui est tout à fait compatible avec une détestation, un mépris, etc. Les deux choses coexistent. Mais l'idée que c'est l'élu qui a le monopole de la définition de l'intérêt général et qu'il n'a face à lui que des intérêts particuliers, c'est une idée qui est encore très largement répandue. Ça peut changer avec les nouvelles générations. C'est-à-dire que si on a dans la population, et ça, c'est la bonne nouvelle, et j'en terminerai par là, puisqu'il faut quand même une bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles. Si on a dans la population des catégories de citoyens qui émergent, qui ne comprennent plus le système de la délégation, c'est-à-dire les mécanismes de la représentation traditionnelle. C'est-à-dire, finalement, je désigne quelqu'un, et celui-là, il va penser, agir, parler à ma place. Ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins admissible. Les travaux des sociologues montrent un gap générationnel réel de ce point de vue-là. Mon espoir, c'est que dans la génération des élus, ceux qui montent, ils deviennent normaux. C'est-à-dire que le fait d'associer les citoyens soit devenu un réflexe, quelque chose qui n'est pas exceptionnel, quelque chose sur lequel on ne communique pas forcément. Pour l'instant, on fait de l'événementiel participatif. L'essentiel, c'est de construire une image. Voilà. Mais pour que ça devienne une routine, il va falloir un changement de culture politique. Et je pense que progressivement, le départ des générations antérieures va peut-être déboucher sur quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai parlé à peu près autant de temps exactement. Oh oui, tout à fait. Mon collègue. Et j'y tenais, je vous le dis. Très heureuse de vous entendre sur ces propos-là, en identifiant effectivement de part et d'autre certaines fractures, des failles, des espaces aussi d'innovation. Vous avez déjà mis le doigt sur plusieurs pistes ou réflexions. Ça m'amène, M. Trudel, à dire en quoi, on a déjà, je pense, les pieds dans les solutions, mais c'est important d'avoir fait... on n'aura pas la prétention de faire un bilan de santé en 5 minutes, mais d'avoir mis quand même des éléments qui nous permettent de poursuivre notre conversation. En quoi les villes apparaissent des terrains propices à l'expérimentation
de ces nouveaux espaces d'expression de la citoyenneté, mais également, et j'aime toujours moi faire le pendant, la participation des citoyens vient aussi avec des conditions, des institutions qui permettent de le faire. L'un ne va pas sans l'autre. On a souvent l'impression que la participation citoyenne existe en soi d'une déconnexion d'un processus institutionnalisé. J'aimerais vous entendre sur de l'expérience québécoise, en quoi ou d'ailleurs les villes sont un terrain propice à ce type d'expérimentation. Si elles le sont. On parle de cette hypothèse. Elles le sont. Mais elles le sont. La question que vous posez, c'est est-ce qu'elles sont suffisamment? Est-ce qu'elles sont là largement? Le mot qui définit cela, là, au niveau du budget participatif et de la gestion participative en affaires publiques, c'est le mot ancrage. Il faut qu'on soit ancré dans des territoires, puis dans des groupes des couches de population. Alors, le terrain le plus possiblement fertile pour faire l'implantation et c'est que ça se répande en général dans l'approche de la démocratie représentative et les éléments de faille qu'on vient de très bien et magnifiquement soulever, eh bien, ce sont les villes, les municipalités, parce que tantôt, si je peux passer un petit mot du commanditaire, il y a les villes, mais ils ont 800 autres à côté, hein? 800 autres collectivités locales. Alors ça, c'est aussi important pour que le budget participatif, l'approche participative à la démocratie devienne un mouvement et non pas uniquement une idée généreuse qui permet de renouveler cette démocratie et cette faille dans cette approche-là, c'est bien souligné encore une fois, qui fait en sorte que ça va devenir. Mais pour qu'on y arrive, là, le point d'ancrage, certainement le plus sécuritaire, le plus sûr, c'est celui des villes et des municipalités, parce que là, on a la chance, encore, magnifiquement, d'être en contact direct avec les citoyens. Hein? C'est le seul niveau de la gouvernance où les citoyens peuvent intervenir directement. Encore, hein, avec les élus au niveau municipal, quand on prend ce niveau-là, c'est le seul niveau. On peut pas aller poser de questions à l'Assemblée nationale, on ne peut pas aller poser de questions à la Chambre des communes, mais on est en contact direct. Mais pour que cela, hein, cet ancrage-là, il puisse vivre, se soutenir, se développer, bien, vous avez raison, M. Baudio, qu'il y a une jeune génération qui est en train de monter, qui est en train de faire en sorte que ça éclate les éléments traditionnels de comment on l'exerce. Mais je trouve que par ailleurs, sur cette nouvelle génération-là, on leur en met pas mal sur les épaules si on n'organise pas de façon systématique le soutien. Il faut qu'ils puissent avoir des outils pour faire vivre ce renouvellement de la démocratie. Parce que sans cela, on se réveille avec des individus, des femmes, des hommes, avec une volonté extraordinaire, mais un poids qui est aussi extraordinaire, qui est difficile de maintenir jour après jour. Alors, puis pour faire cela, ben, ça prend des moyens d'accompagnement. Là, j'ai bien entendu des mécanismes qui sont nés de ce mouvement-là en France et ailleurs aussi dans d'autres pays. Mais il faut que cela se développe aussi à partir d'une croyance que oui, voilà une façon très concrète qui existe, qui peut s'exprimer, de comment on peut renforcer et combler les failles qui sont apparues dans notre système démocratique. Et c'est extrêmement important. Et ça veut dire qu'il va falloir avoir les moyens pour y arriver, puis on a les compétences. Moi, je vais même aller un petit peu plus loin, parce que, bon, fais mon meilleur coup de pas aussi. Moi, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique. Et attention, l'École nationale d'administration publique. Il n'y a pas un sacré professeur, sauf moi, qui a introduit les budgets participatifs dans la formation des administrateurs publics dans cette école-là. Hein? Si on veut avoir ce soutien, il y a aussi un élément qui s'appelle la formation, qui s'appelle le soutien, hein? le soutien à la formation, à la connaissance. Et là, faites le tour des universités au Québec, là, puis je ne vais pas les culpabiliser, je vais prendre la mienne, faites le tour de comment on développe cette idée des budgets participatifs et de la gestion participative. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Parce que dans notre mouvement, il faut que cela pénètre aussi tous les niveaux. Puis, ça m'amène, on parle
de la capacité, finalement, à soutenir ou à réaliser ces mécanismes, ces dispositifs, non seulement dans l'outil, mais également dans l'intention, finalement, de la culture démocratique. Monsieur Blondiau, vous avez parlé de plusieurs exemples qui ont été mis en place en France ou en Europe. Si on avait à vous demander, je vais vous la poser la question, comment on peut juger de la réussite de ces mécanismes-là ou du sérieux des politiques publiques qui visent à soutenir ou cultiver la démocratie participative? Comment on juge qu'on réussit? Ah, c'est effectivement très compliqué et c'est vraiment la question de la démocratie. La démocratie, elle ne peut pas, comment dire, elle ne peut pas être évaluée que d'un seul point de vue. Elle est toujours frustrante pour tout le monde d'un certain point de vue. Hein. Donc, quand quelqu'un est trop satisfait d'une démarche participative, quand un type d'acteur est trop satisfait, c'est suspect parce que ça veut dire que ça n'a pas été un véritable exercice démocratique. Donc c'est un peu la nature même, de la démocratie. Alors pour revenir sur la formation, là aussi en France ça bouge un petit peu. Cette année, c'est la première fois que j'ai été amené à enseigner à l'ENA, l'Institut du service public en France, cette question-là. Et ça, moi je suis tombé de ma chaise parce que jusqu'à présent j'intervenais à l'ENA, mais pour les étudiants étrangers, du cycle étranger. Mais pour les Français, c'était pas jugé suffisamment important. Donc les choses commence à bouger et c'est clairement cette question d'éducation, en tout cas des élites à la participation est une chose absolument essentielle. Alors sur les critères d'évaluation, il y a trois grandes séries de critères qu'on a vraiment typologisés dans la littérature. Il y a d'abord un critère d'inclusion, c'est-à-dire combien de personnes ont été concernées. Et souvent, on s'intéresse, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'effectivement, on regarde le bilan, quel pourcentage de gens et combien, etc. Et c'est très important parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'idéal, la démocratie participative, elle doit permettre au maximum de citoyens de s'intéresser au maximum de sujets sans les obliger d'un certain point de vue. Il n'y a pas cette contrainte, elle est inimaginable. On a le droit de ne pas s'intéresser aux affaires publiques. Mais dans l'idéal, ça doit introduire des changements massifs. Ça doit permettre en particulier, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est quand même le noyau et le nœud problématique le plus important, ça doit permettre aux publics faibles, aux catégories les plus éloignées de la chose publique, aux catégories populaires, disons les choses très clairement, d'avoir une voix, de pouvoir être entendu, parce qu'on sait tous que les démocraties représentatives sont très inégalitaires dans leur fonctionnement. Ce sont les plus riches qui votent, qui sont écoutés, qui financent le jeu politique, et les catégories populaires restent complètement à l'écart, et ça se traduit évidemment directement dans les politiques publiques, et ça vaut également pour les jeunes. Premier type de critères. Deuxième type de critères, évidemment, deuxième série de critères, des critères qualitatifs. C'est la qualité de la délibération. Normalement, ça doit permettre de produire de meilleures décisions, des décisions qui sont peut-être plus ajustées aux problèmes, et ça, c'est toute la problématique de la supériorité épistémique de la démocratie, c'est-à-dire que l'intelligence collective, ça fonctionne mieux, c'est plus efficace, c'est plus juste d'un point de vue social, mais c'est aussi plus juste d'un point de vue cognitif, parce qu'on a passé en revue toute l'information disponible, et on garantit finalement un consentement plus fort et une meilleure application des dispositifs. Et le troisième critère, c'est un critère d'efficacité, c'est-à-dire dans quelle mesure la démocratie participative réussit à faire en sorte qu'un nouveau rapport de force s'établissent pour que finalement les volontés des citoyens se traduisent dans la décision. Et on peut faire les exercices les plus brillants possibles. La Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment cette problématique de l'efficacité, c'est-à-dire que le dispositif en lui-même était remarquable, extrêmement inclusif, grâce au tirage au sort. On avait des gens sans aucun niveau d'éducation qui pour la première fois participaient à un exercice public. On avait une vraie représentativité. On a eu une qualité de délibération absolument remarquable. Les experts ont considéré que les 150 propositions issues du dispositif étaient parfaitement calibrées pour répondre aux problèmes d'action publique du changement climatique. Donc nickel. Et puis, dernière étape, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que les résultats
entre dans le processus législatif, dans le processus de décision. On a retrouvé les logiques traditionnelles, les groupes d'intérêt sont revenus, parce que ça, c'est une problématique majeure. Hein. Aujourd'hui, si la démocratie va mal, si les citoyens n'y croient plus, s'ils pensent que ça n'a plus d'intérêt, c'est parce qu'ils sont persuadés, dans leur immense majorité, que la décision, elle se prend ailleurs que dans les assemblées, et que ce sont les groupes d'intérêt, les grands intérêts économiques, notamment, qui font la décision. Il y a une perte là, un sentiment d'impuissance du politique qui fait que à quoi ça sert, puisque de toute façon on sait ce que seront les politiques menées. Et donc avec cette convention citoyenne, comme avec d'autres exemples de démocratie participative, on sort du jeu traditionnel d'interaction entre les groupes d'intérêt et les élus et l'administration. On introduit un nouvel acteur et ça permet éventuellement de déplacer l'orientation de la décision. Et voilà, donc cette efficacité, on a réussi sur 2 tableaux. Sur le 3e tableau, il faut pas être... il faut pas... on a raté, et c'est d'où la frustration qu'a suscité cette expérience. Puis ça m'amène dans le tour de questions avant qu'on élargisse la conversation aussi avec les gens présents. Vous avez nommé plusieurs facteurs de réussite de mise en place de dispositifs, mais en même temps aussi certains freins. Si on pense, par exemple, vous l'avez nommé tous les deux, est-ce que ce sont les élus qui vont eux-mêmes le mettre? On parle du poids peut-être qu'on fait porter à des citoyens de revendiquer ou de mettre en place ces dispositifs, que ce soit le budget participatif ou d'autres. Comment, tous les deux, vous voyez les suites? Par qui doit être menée cette réflexion-là dans la société? Quels acteurs ont un rôle à jouer à travers ça? Et est-ce que ces mécanismes-là peuvent exister par eux-mêmes ou doivent faire l'objet, par exemple, je prends l'exemple du Québec, d'un cadre réglementaire ou législatif plus présent? Quelles sont les pistes, selon vous, pour mener et réaliser finalement la mise en place de dispositifs qui vont, en tout cas, on souhaite garantir une santé à notre démocratie participative? Je suis interrogé un peu là-dessus. J'ai comme imaginé votre question, à quelque part. Et je me suis souvenu d'un débat que vous allez bien reconnaître. Apparaît un jour une nouvelle façon de faire l'économie qui s'appelle l'économie sociale. Hein? On dit, on va confier à des organismes sans but lucratif et non pas des organismes lucratifs sans but. On va confier à des organismes sans but lucratif le soin d'administrer et de dispenser des services, puis ils vont complètement contrôler l'ensemble de l'opération. Et ça donne, par exemple, je ne suis pas en train de faire un bilan puis l'apologie de la politique gouvernementale. Aujourd'hui, 5000 de ces entreprises-là, qui sont issues de la citoyenneté, organisées en termes de citoyenneté et qui font très, très, très bien vivre à partir du contrôle citoyen des entreprises d'économie sociale. Le signal qu'il faut donner, entre autres choses, c'est qu'un jour, ce gouvernement-là s'est aperçu, avec quelqu'un qui avait porté le discours fort et qui s'appelle Nancy Lintam, qui a dit, écoutez, là, il y a une chose que vous n'avez pas compris, c'est que les citoyens, là, il y a quelque chose qui est assez bien réparti dans la population, ça s'appelle l'intelligence. Hein? C'est assez bien réparti, ça. Et puis, il y a des citoyens qui sont capables. Ça a donné lieu à l'adoption d'une loi sur l'économie sociale. C'est pas une loi qui dit on va décréter qu'il va y avoir une possibilité que les citoyens définissent des organismes sans but lucratif pour rendre des services, mais qui agglomère les conditions pour que ça puisse exister. Alors, moi, je dis au niveau de l'approche à la démocratie participative et les budgets participatifs, il faut que l'État, l'État, on ne va pas lui remettre la responsabilité de dire « Voulez-vous donner le signal, s'il vous plaît, puis tout organiser ça pour que ça puisse exister à un niveau supérieur. » Mais donner un signal que cela fait partie de nos ambitions collectives et que ça s'appelle, par exemple, une loi à l'Assemblée nationale du Québec pour dire « Voici des paramètres. » Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il va falloir soutenir ça financièrement. » Là, écoutez, là. Il ne faut pas que les choses se déroulent tout le temps avec pas de moyens, mais ça, on fera ça dans un deuxième temps. D'abord, se commettre idéologiquement, de se commettre au niveau de l'approche, un signal d'État.
puis on sera bien capable, au niveau d'organismes, au niveau des terrains locaux, que ça se déploie. Mais en particulier, pour que cela prenne un autre envol, je dis bien un autre envol, ben, il faut qu'il y ait une reconnaissance nationale de cette idée qui saura bien progresser ou se développer en termes de groupes et d'institutions. Je pense. Je vais être très rapide. Oui, la loi, c'est un moment très important dans le processus d'institutionnalisation de la participation par définition. N'oublions jamais, nous, la France, qui pratiquons beaucoup la voie législative, qui croyons beaucoup, souvent trop, dans le pouvoir de transformation de la loi, nous avons une législation sur la participation citoyenne qui est assez forte, en tout cas d'un point de vue symbolique. Notre Constitution, à travers la Charte de l'environnement, prévoit qu'en matière environnementale, tous les citoyens ont le droit de participer au processus de décision. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance extrêmement forte. Est-ce que ça signifie que ce principe agit, qu'il y a une efficience de ces textes? C'est pas du tout évident. Mais c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais la loi, elle peut régresser aussi. Il n'y a pas forcément d'effet de cliquet. Et on voit notamment en ce moment, sur le plan environnemental, des régressions. Je suis membre de la Commission nationale du débat public, qui est une des plus belles avancées législatives en France, qui est assez méconnu à l'étranger, qui va, je pense, un peu plus loin que le BAP par certains côtés, en matière de débat public sur les enjeux environnementaux. Et là, on est contraint d'assister à une sorte de recul de la législation, par exemple recul des seuils qui rendent obligatoire l'organisation d'un débat public autour de grands projets d'infrastructure. C'est pas rien. On a les maîtres d'ouvrage, les entreprises qui disent ça nous fait perdre du temps, la participation, ça crée de l'incertitude, c'est pas bon. Et évidemment, comme on est dans un gouvernement qui est très à l'écoute de leurs intérêts, on voit rogner par voie de décret la participation. On a une problématique aujourd'hui très importante autour des énergies renouvelables. On est dans une sorte de un petit peu d'impasse, puisqu'il y a des engagements et une nécessité de construire des éoliennes et du solaire un peu partout, et on a des populations qui, dans les débats, ne veulent pas de cette éolienne. Et donc la tentation pour le pouvoir est évidemment de réduire les espaces et les moments de participation. Donc régression de la loi. Et puis dernier point, j'ai tendance à dire, il y a une sorte de bataille à mener au niveau chez nous de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne pourra changer véritablement les choses à l'échelle nationale qu'au niveau de la Constitution. Et là, les freins sont tels, les verrous sont tellement solides qu'il est très peu probable qu'on voit accoucher des changements importants, en particulier dans ce domaine-là, tant l'opposition, notamment d'une de nos deux assemblées, qui est le Sénat, est vive vis-à-vis de tout changement politique important. Donc, dernier point, ce que j'admire chez vous, c'est vos chartes, vos constitutions. Moi, je les considère comme des constitutions locales. Nous n'avons pas cela, et ce serait déjà quelque chose de très important à l'échelle locale en France d'avoir ce genre de choses. Puis ce sera un autre débat, mais si on parle de constitution, ici aussi, il y a tout un autre champ qui s'ouvre. On va faire dès maintenant. On se donne environ une dizaine de minutes on va décaler un petit peu la pause. Je vais une remarque rapidement, puis pour laisser la parole. C'est très important ce que mon collègue de la France vient de dire ici, là. Le summum de la reconnaissance, c'est constitutionnel. Il faut que ce soit dans la Constitution et que ça devienne à ce moment-là, quand on dit constitutionnaliser, un droit. Ça devient un droit. C'est pour ça que, par exemple, je répète que je suis un fan fini de la Constitution brésilienne. Par exemple, la santé est un droit inscrit dans la Constitution brésilienne depuis 1989. Ce qui donne le droit, donc, de faire un appel citoyen. Les citoyens peuvent faire un appel pour dire, ce droit-là, il n'est pas respecté, je n'ai pas les services nécessaires pour répondre à cet engagement-là constitutionnel. Alors ça, c'est le niveau le plus élevé. Il ne faut pas y renoncer. Il ne faut pas y renoncer, même si ça apparaît comme invraisemblable qu'on puisse un jour penser que ça va être dans la Constitution. Il faut aspirer à ce que ce soit dans la Constitution. Puis en attendant, utilisons tous les mécanismes
Le premier, c'est la Ville de Montréal. Non. Tous les mécanismes pour faire en sorte de progresser au niveau de la reconnaissance. Oui. De la démocratie On va participative. prendre... merci. beaucoup. Merci à tous deux. On va prendre peut-être en 5-10 minutes. On a commencé avec un petit 5 minutes de retard, donc on va le poursuivre dans la pause. Je pense que c'est important qu'on puisse avoir cet échange. Si vous souhaitez poser des questions à nos deux intervenants, peut-être partager une réflexion, on la veut courte, votre réflexion, pour permettre à d'autres aussi d'échanger. On prendrait les tours de parole. N'hésitez pas à lever la main. Christelle, avec le micro, va se rendre à vous. Je vous demanderai de vous nommer rapidement, puis à qui de nos deux intervenants, ou c'est une réflexion plus large à nos deux intervenants de l'adresser. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent... Quand on est professeur, on utilise, pour se déculpabiliser, on était tellement clair que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Et ça, c'est pour ça on a une main. Oui, merci. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, je vais en profiter. Je vais en parler peut-être même plus longtemps. 5 minutes, vous avez dit tantôt? Non. OK. Benoît Ouellette, Ville de Rivière-du-Loup. Je suis heureux d'entendre vos propos, messieurs. Par rapport... J'avais des craintes de parler uniquement de budget participatif parce qu'on a vécu une expérience et je ne vous cache pas que... disons qu'on est 50-50 au niveau de la satisfaction. Non pas que ça a été populaire, oui, ça a été populaire, mais je ne pense pas que la démocratie est là, réellement. Parce que des expériences vécues, depuis des années, on a des comités consultatifs pour différents domaines, que ce soit en patrimoine, que ce soit en culture, que ce soit en intégration des personnes handicapées. Même, entre autres, on a un comité aviseur pour l'aménagement d'un vaste parc qui a à peu près 14 km de sentiers que les gens peuvent circuler dedans. Et entre autres, on a eu à peu près une dizaine de projets qui concernaient ce parc-là, qui est un lieu de conservation. Et souvent, les projets qui venaient un peu en opposition avec qu'est-ce que le comité aviseur avait décidé de dire on en fait un lieu de conservation. Évidemment, on l'aménage pour que les gens puissent en profiter, mais il faut faire attention en termes de développement. Lorsqu'on arrive dans une participation participative, surtout au niveau du vote, bien là, il y a une question de popularité. Puis finalement, ça peut aller en rencontre de certaines politiques. Bref, là-dessus, au niveau d'une démarche de budget participatif versus la démocratie participative, je suis d'accord avec vous autres qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Quand on parlait au niveau des municipalités, je pense que ce qui est important, puis comparativement au niveau du gouvernement, c'est le bottom-up au lieu du top-down. Excusez l'expression. Pardon? Ah, j'ai pas de questions, c'est un commentaire. OK, il va falloir enchaîner. Ben, je vais juste parler, les municipalités fonctionnent souvent du bottom-up, et ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus solide. Ce que j'en ressors, par contre, au niveau du budget participatif qui est intéressant, c'est la possibilité d'échanger dans le sens que, oui, le politique était présent, l'administratif était présent, et aussi les citoyens, dans lequel on chemine au niveau des projets, et à partir de ça, on sélectionne les bons projets. Lorsqu'on travaille en municipal, je pense que c'est important de trouver des forums, des paliers, OK? Puis l'exemple des comités consultatifs d'urbanisme en est peut-être pas parfait, mais en est un bel exemple dans lequel on doit s'appuyer dans les différents secteurs pour développer une participation active des citoyens. Merci, M. Ouellette, pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en réaction, effectivement. Oui, on a été très institutionnel, on a beaucoup parlé des institutions et beaucoup de choses se jouent en deçà des institutions. Et ce qui est frappant dans la situation actuelle, c'est à la fois de voir une forme de dynamisme, des initiatives citoyennes, etc. Et en tout cas en France, ça c'est tout à fait remarquable, l'absence de rencontres avec les... En tout cas, c'est pas tout à fait vrai, il y a effectivement du travail collaboratif qui se fait, mais il y a une telle défiance vis-à-vis des institutions dans toute une catégorie de citoyens qui s'auto-organisent, qui produisent des projets. Cette défiance est telle, et elle est quelquefois justifiée, qu'il n'y a pas de passage à l'échelle, il n'y a pas d'institutionnalisation possible, et c'est vraiment dommage. Vous avez tout à fait raison, dans le
tableau général de la démocratie, l'un des signes de réactivation de l'idéal démocratique les plus tangibles, c'est effectivement cette capacité de citoyens à s'organiser, soit pour s'opposer au pouvoir, c'est toujours très bien, hein, même si évidemment ça vaut aussi pour la droite, l'extrême droite, les libertariens, etc. Hélas, hein, c'est très compliqué, mais c'est quand même un signe d'un certain dynamisme de la démocratie. Et puis, toutes ces sources d'imagination qui viennent des citoyens. Et je pense, et alors, dernier point qu'on n'a pas abordé, mais auquel je tiens, mais par-dessus tout, c'est qu'effectivement, un des enjeux, ça a été dit par mon collègue, c'est la formation et l'école. Alors chez vous, on est dans des systèmes éducatifs très très différents et je sais que c'est très différent chez vous, mais l'école doit fondamentalement diffuser les outils, les réflexes, les compétences qui permettent après d'exercer son métier de citoyen et pas seulement former des travailleurs, former aussi des citoyens qui sont capables de coopérer, qui sont capables d'imaginer, etc. Pour moi, ça c'est absolument définitif et c'est là où peut-être on pourra assister à cette transformation systémique. Pour l'instant, on en est très loin. Merci. Peut-être une seconde question? Mais vous soulevez un aspect absolument formidable dans votre intervention, Riveloupois, comme on dit, votre gentilé, hein, Riveloupois, dans votre gentilé. C'est, là, d'abord, vous employez le mot consultation. Hein? On n'est pas rendu à décision encore dans tous les domaines. Mais il n'y a pas de franchise, inévitablement. Et par ailleurs, vous dites... il y a des projets qui sont soumis qui vont en contradiction, en quelque sorte, avec d'autres projets dans d'autres secteurs. Mais une des vertus assez essentielles, et ça, c'est le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard, qui me l'a renforcé très nettement, le processus, il permet de rapprocher les administrations publiques avec la citoyenneté. Hein? Parce que toutes les données nécessaires à conduire une réflexion et une décision, il faut qu'il soit exprimé et expliqué surtout. Le citoyen ne peut pas tout savoir automatiquement parce qu'il est citoyen, c'est sa principale qualité. Il faut qu'il y ait ce mécanisme-là. Et par ailleurs aussi, si on favorise le rapprochement le partage des connaissances au niveau de la décision, ben ça va aussi au niveau des élus qui, là, peuvent partager leur vision avec la citoyenneté. Il faut que ce mécanisme-là opère dans les deux directions et c'est ce que permet le budget participatif. C'est pas juste la décision. Puis l'autre élément, soulevé un peu par mon collègue aussi, je tiens à le dire, quand la décision est prise sur cette base-là, il y a aussi un quatrième critère à votre typologie, c'est celle du plaisir. Celle du plaisir. Avoir le plaisir continu d'avoir pris une décision, de la voir s'implanter et qu'elle s'incarne dans la réalité. Le principe du plaisir citoyen, ça existe. Merci. Oui, la question? Oui, merci beaucoup. Mon nom, c'est Justine Lalande. Je suis doctorant en communication ici. Puis, est-ce que ça fonctionne? Ah, oui, je m'entends mieux. Donc, Justine Lalande, je suis doctorant en communication sociale et publique ici à Montréal. Puis, je m'intéresse aux questions de démocratie participative, délibérative. Puis je vais être très brève, là, mais je me demande si on n'a pas été peut-être un peu trop angélique par rapport à la participation. Il y a plusieurs enjeux, notamment qui sont soulevés dans votre ouvrage, M. Blondiau, que vous avez dirigé avec Bernard Manin sur la division du débat. Quand on est en Suisse, par exemple, où on va créer des clivages qui sont très importants quand on va un peu forcer cette prise de décision-là chez les citoyens. Je pense aussi au déplacement des lieux de décision. Si on pense à tout ce qui est throughput legitimacy, là, je ne connais pas le terme en français, mais si on va imposer l'inclusion des citoyens, est-ce qu'il n'y a pas des élus qui vont un peu s'accrocher au pouvoir puis juste déplacer de façon très informelle les lieux des vraies décisions? Puis, ma question, en fait, c'est si on oblige la participation citoyenne, est-ce qu'on n'augmente pas un peu les chances qu'elle ne soit encore plus de façade, puis que cette critique-là qu'on fait souvent, que ce processus participatif soit simplement un élément du processus comme un autre? Voilà, c'est une réflexion très large, là. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur autre chose que la bonne volonté des élus à ne pas s'accrocher au pouvoir puis à vouloir le partager?
Monsieur Blondiau, sur cette question. Est-ce qu'on pourra éviter toujours l'instrumentalisation de la démocratie participative par les élus? C'est une question à laquelle j'aimerais avoir des réponses. Ce à quoi on assiste, c'est quand il y a des dévoiements, c'est-à-dire quand il y a une vraie instrumentalisation en termes communs, on parlerait de manipulation de la participation. L'une des forces quand même des démarches participatives, c'est que les citoyens souvent ne sont pas dupes, soulève la question, c'est tout l'enjeu du débat sur les modalités même du débat qui émerge toujours. Et donc, on pourrait même se contenter de ça, de dire que ça sécrète dans la population. Alors, on n'en a pas besoin dans le contexte actuel des germes de défiance supplémentaire ou de critiques supplémentaires. Non, il y a une vraie difficulté, fondamentalement, il y a une vraie asymétrie lorsque ce sont les autorités qui définissent les règles du jeu, qui définissent le cadre, qui mettent en place les moyens. Il y a toujours un risque. C'est pour ça que moi, je crois énormément à ce type d'institutions que vous avez ici à Montréal, comme l'Office de consultation publique de Montréal, qui sont des institutions tierces, qui ne sont pas soupçonnables de travailler soit pour les élus, soit pour les citoyens. Ça, c'est quelque chose d'infiniment précieux et c'est une raison aussi pour laquelle ce type d'institutions, je ne sais pas ce qu'il en est à Montréal, sont extrêmement fragiles. Nous, à la Commission nationale du débat public, tous les ans, il y a un projet de loi, une proposition de loi de députés qui veut nous supprimer parce que on est comme ça détesté à la fois par les élus et aussi par les citoyens, et tant mieux d'un certain point de vue, parce que ça veut dire qu'on fait bien notre job. Voilà. Oui, peut-être M. Toudel, puis je voyais Mme Giguère qui avait la main. Ça serait notre dernière question. Je vais se compléter, puis on complétera. Rapidement, docteur, ce qui va nous sauver, c'est la démocratie du hasard, ce qu'on a soulevé. Qu'il y ait aussi, par ailleurs, une partie toujours dans nos mécanismes qui s'appelle la démocratie du hasard, tirer au hasard les citoyens qui ne sont pas évalués, qui ne se sont pas évalués comme étant volontaires, mais qui font ressortir dans le débat, bien évidemment, du terrain, quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Et moi, je suis maintenant désormais pour l'obligation de participation, comme il y a dans les jurys criminels, dans les jurys judiciaires, obligation d'être juré. Si on considère que la chose en vaut la peine, il faut qu'on fasse son métier de citoyen, alors qu'on rende possible cette participation avec une indemnisation, etc. Mais pour moi, ça, c'est devenu quelque chose d'absolument essentiel. C'est le seul moyen d'avoir une vraie représentativité, et pas toujours les mêmes qui participent. Oui, ce serait notre dernière intervention. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment étrange comme... je suis Marianne Giguère, élue à la Ville de Montréal, élue au Plateau Mont-Royal. Je suis en charge du budget participatif local de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. On a eu une première édition il y a 2 ans avec vraiment une orientation de transition écologique. C'est ce qui était le thème de notre budget participatif. Et évidemment, il y a plusieurs vraiment très belles idées. C'est très riche ce que les citoyens et les citoyennes proposent. À la fin, on a eu aussi des centaines d'idées, 9 projets. Mais il en demeure pas moins, malgré le thème, qu'on se retrouve avec des projets qui sont tous aussi jolis et vertueux les uns que les autres. Une remise pour des prêts d'outils, du verdissement, de l'agriculture urbaine, des contenants réutilisables pour la restauration, etc. Mais tout ça, on reste vraiment dans ce qui est agréable, dans ce qui nous bouscule pas. On avance un petit peu en fonction de la transition écologique, mais c'est pas très confrontant. Or, en ce moment, l'enjeu majeur auquel on est tous confrontés, c'est cette crise climatique. À laquelle, pour y faire face, en fait, on va devoir perdre. On ne pourra pas juste tout le temps gagner puis améliorer. C'est super planter des arbres, il faut le faire. Mais on a aussi des gestes à poser, politiques, qui sont très, très durs à faire, si durs que peu de gouvernements les font. Et et là-dessus, je trouve qu'on est un petit peu... je ne sais pas comment on peut mettre à profit une participation, une démocratie, une inclusion de la citoyenneté là-dedans, parce que là, je veux dire, on se retrouve vraiment à venir dire aux gens, quel privilège voulez-vous perdre?
quel confort êtes-vous prêt à perdre? Et quand on pose la question, on se fait dire, aucun, franchement, toucher à rien, statu quo. On en a eu un exemple avec l'OCPM. On a voulu réduire la place de l'automobile dans un de nos grands parcs. On a eu une grande consultation neutre de l'OCPM. Évidemment, ceux qui ne voulaient pas perdre cette possibilité-là de rouler dans le parc ont parlé très fort et c'est ce qui est ressorti de la consultation, de la volonté citoyenne, c'était ne touchez pas à cet acquis, ce privilège. Donc, je ne sais pas comment on peut faire en sorte que des gestes difficiles, nous, au plateau, on va augmenter le prix des vignettes de stationnement pour les plus gros cylindrés. C'est une petite chose, mais tout le monde nous déteste quand on fait ça. On se fait, donc, comment on peut... on dirait que les décisions difficiles qui doivent être prises en ce moment, c'est pas évident de se dire, comment on peut faire en sorte qu'elles nous viennent davantage d'une volonté citoyenne, d'une participation beaucoup plus directe dans ces choix-là difficiles, au-delà d'un budget participatif qui nous fait faire des choses gentilles. Puis... Je remercie vraiment le partage de cette réflexion parce que, et je vois les gens qui opinent, c'est une question, je pense, qui est partagée par plusieurs d'entre nous, qui est un des grands défis démocratiques actuels. Puis j'inviterai M. Blondiau, M. Trudel à réagir à ce commentaire-là et en même temps, c'est peut-être avoir quelques mots de conclusion pour terminer notre échange. Et je pense que cette question ouvre aussi... on va continuer à mettre la table sur des réflexions au courant de la journée, j'en suis certaine. M. Blondiau, puis on terminera avec M. Trudel. C'est l'immense, la grande question sur laquelle on est beaucoup maintenant à essayer de réfléchir, c'est-à-dire la tension entre démocratie et écologie, impératif démocratique et impératif écologique. Et alors, je crois qu'il faut sortir quand même d'une vision trop simple de la démocratie participative, inclusive. Elle n'est pas toujours antagonique avec la transition écologique et le changement de société qu'elle exige. Je dirais même au contraire. C'est-à-dire, ce qui est vraiment antagonique, c'est la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec ce jeu des groupes d'intérêt, ce jeu d'influence, cette vision court-termiste des élus. Là, très clairement, c'est pas là dont il faut attendre les changements réels de culture et de société. Moi, je crois que c'est un pari qui n'est pas perdu. L'alternative, c'est pas non plus la tyrannie bienveillante des experts. La dictature éclairée, etc. Je crois que ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché dans l'histoire. Les experts ne sont pas forcément enclins à intégrer cette dimension de justice sociale qui est extrêmement importante, etc. Et quand ça vient d'en haut, que c'est imposé, on l'a vu avec les Gilets jaunes et la taxe carbone, vous le savez, le changement n'est pas accepté par les citoyens. Moi, je crois qu'il faut faire le pari que l'inclusion, le débat public, la participation et au final est tendanciellement plus favorable à l'inclusion parce qu'il y a une dimension très importante de responsabilisation. Si vous responsabilisez les citoyens, si vous les amenez à prendre des décisions qui les engagent, même si vous avez raison, à l'échelle micro, c'est le réflexe du NIMBY, du Not in My Backyard, c'est un réflexe égoïste qui est activé, vous avez une chance finalement. Et puis surtout, si vous assurez le fait que tout le monde aura une voix égale, et pas seulement les plus riches. Nous, la vraie problématique aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas changer parce qu'ils voient que les élites ne changent pas du tout leur style de vie, ne changent pas leur modèle de consommation, de déplacement, etc. Ça, on ne peut le dépasser que par la démocratie, me semble-t-il, pour que les gens les moins... ceux qui... on avait en France, vous connaissez tous ce slogan, la fin de mois contre la fin du monde. Les gens pour qui c'est la fin du mois, ces gens-là n'auront une chance de bouger que s'ils ont la garantie que les autres, qui eux, leur renvoient à la figure la fin du monde, bougeront aussi et seront embarqués dans le même bateau. Donc moi, je crois que c'est pas perdu et je vous renvoie à un livre dont je suis assez fier, qu'on a co-dirigé avec quelques collègues l'année dernière, qui s'appelle La démocratie écologique, une pensée indisciplinée, où il y a des tas de réflexions théoriques, des tas d'exemples qui essayent de travailler cette tension. Elle est forte entre la démocratie et en tout cas, moi, ma conviction, c'est que quitte à se sauver,
autant le faire avec les moyens de la démocratie, c'est-à-dire sans perdre nos libertés. C'est-à-dire qu'un monde où on serait dans la survie, mais on aurait perdu nos libertés, est un monde que je ne crois pas complètement désirable. On en est encore très loin, mais je pense que ces deux impératifs sont d'égale valeur pour moi. Mais bon, je suis peut-être très minoritaire. Merci, M. Blondiau, pour ces derniers mots. J'inviterai M. Trudel à conclure, ajouter aussi... Illustration parfaite d'un mécanisme absolument formidable et budget participatif, mais des limites aussi, des limites qu'il impose. Et j'ai bien noté les chiffres de Baudry ce matin. Le budget participatif de la Ville de Montréal, puis je le sais, j'ai suivi votre opération aussi du côté du plateau. 600 projets, puis on a retenu 10. Bien, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'entretien des 590 autres? Et c'est ça votre situation. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la participation citoyenne pour se nourrir du débat qui est soulevé? Puis pour ces questions qui ont été soulevées, il y a les vôtres, vos idées en termes de vouloir mettre sur pied telle politique publique pour arriver à des résultats. Et ça demande, comme disait un de mes anciens collègues, il faut dépenser de la salive. Il faut dépenser de la salive, beaucoup de salive. Mais pour faire ça, je trouve, bien honnêtement, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, on vous laisse tout seul dans le champ. Vous êtes au premier rang de capter le message citoyen, mais comment en arriver maintenant à ce qu'il y ait une véritable opération de soutien de ces projets à long terme qui vont déboucher sur une compréhension, qui vont peut-être déboucher une compréhension de l'objectif citoyen, mais aussi, à l'inverse, la compréhension par les citoyens, parce que beaucoup d'explications, beaucoup de connaissances qui sont transmises, on arrive à un résultat. C'est pour ça que la conclusion, pour moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que je soulignais tantôt, il faut qu'il y ait un cadre national qui soit émis, pas pour faire, ça va être nous autres de le faire toujours, mais pour que soit mise de l'avant cette idée fondamentale d'une démocratie participative qui demande de perfectionner des instruments et des soutiens. Là, je tiens à des soutiens. Vous ne pouvez pas être tout seul à faire ce travail-là. Il faut qu'il y ait du soutien qui vous accompagne pour réaliser ce travail avec, on a dit ça pour Rivière-du-Loup tantôt, là, la même chose, pour citoyen, l'accompagnement, pour cultiver le principe du plaisir d'avoir participé à l'émission d'une idée qui est généreuse et qui mérite qu'on s'y intéresse. Mais pour s'y intéresser, il faut aussi y avoir un certain nombre de moyens. Et le premier, c'est celui du signal. Le signal. Que cela, c'est un élément important dans l'espèce de volonté de renouvellement démocratique parce qu'on fait la boucle, ce qu'on a dit au tout départ. Il y a un danger. On est en danger de décrochage. On est en danger de décrochage au niveau de la démocratie. Si le niveau de participation dans le mécanisme traditionnel électif, il continue de diminuer, eh bien, il y a un danger de décrochage. Et l'antidote du décrochage, c'est la gestion participative, c'est les instruments comme les budgets participatifs. Il faut avoir un signal, puis quand arrivera l'ordre des moyens pour faire ça, on se débattra bien avec ça, vous allez voir. Merci, messieurs Blondiau, monsieur Trudel. Une conversation qui pourrait certainement se poursuivre. On ne parle pas assez souvent de démocratie. Ça fait du bien d'échanger sur ces enjeux-là, aussi bien qu'ils soient difficiles et porteurs de limites, d'enjeux. Vraiment, merci beaucoup de nos échanges cet avant-midi. Et je remercie aussi l'ensemble des gens dans la salle pour cette écoute attentive. Je retiens quelques éléments clés sur les échanges, entre autres, non seulement l'importance de la participation, mais des mécanismes également. Vous avez parlé de signal, de cadre, également de conditions de réalisation, de l'importance aussi de développer, de se former finalement à exercer, comme vous dit M. Trudel, notre métier de citoyen. Et ce que vous dites, M. Blondiau, je retiens cet élément fort aussi. Les grands défis socio-économiques, écologistes ne se résoudront pas sans
la participation et sans, finalement, on le nommait d'entrée de jeu, la vie digne ou le respect aussi des droits et libertés à travers ces mécanismes-là. Et le véhicule, finalement, dont on parle aujourd'hui, ce sont nos institutions, nos pratiques démocratiques et les conditions pour y arriver. Voilà, je crois, des éléments importants dans notre contexte actuel. On est en plus en contexte électoral au Québec, donc d'où l'importance de mener quotidiennement et même activement une réflexion sur la démocratie. Donc, merci encore une fois de vos interventions ce matin. On a pris un petit décalage dans l'horaire, mais ça ne m'inquiète pas du tout parce qu'on avait déjà prévu qu'on allait, à un moment donné, devoir ajuster nos temps. Mais quand même, à ce moment-ci, je vais vous inviter, on va prendre une pause, une dizaine de minutes. Il y a des rafraîchissements également, café croissant et compagnie. Je vous invite à revenir, disons, dans une dizaine de minutes dans la salle. On aura la présentation du réseau français. Par la suite, le panel où là, on se plongera vraiment dans les dispositifs de gouvernance sur les budgets participatifs. Merci beaucoup.